Nous avons parfois une idée très précise de ce que doit être un ami, un partenaire, un membre de la famille. Nous avons notre propre définition de la proximité, de la loyauté, de la disponibilité, de l'écoute, de l'amour. Et lorsque quelqu'un entre dans notre vie, il peut arriver que nous cherchions parfois, sans même nous en rendre compte, à le faire entrer dans cette définition. Nous le faisons entrer dans un cadre que nous avons dessiné pour lui. Nous lui attribuons une place, un rôle, une manière d'être avec nous. Nous imaginons ce qu'il devrait comprendre, ce qu'il devrait ressentir, la façon dont il devrait nous aimer, nous écouter, nous accompagner. Nous attendons de lui qu'il corresponde à notre vision de la relation, qu'il soit présent de la manière dont nous avons besoin qu'il le soit, qu'il réagisse comme nous pensons qu'il devrait réagir, qu'il comprenne ce que nous ressentons, parfois même avant que nous ayons eu besoin de l'exprimer. Nous ne rencontrons plus vraiment l'être humain qui se trouve devant nous avec sa manière de penser, de ressentir, de vivre et d'exister. Nous rencontrons l'image que nous avons de lui et surtout la place que nous avons décidé qu'il devrait occuper dans notre vie. Et tant que l'autre correspond à cette réalité que nous avons construite, la relation semble fonctionner. Nous avons le sentiment d'être compris, rassurés, entourés. Mais dès que l'autre commence à manifester une réalité différente de celle que nous avions imaginée pour lui, quelque chose peut se fissurer. Il pense autrement, il a d'autres besoins, il pose des limites, il ne souhaite pas la même proximité, il ne répond pas à nos attentes de la manière espérée. Et soudain, ce n'est plus seulement sa différence que nous rencontrons, c'est notre difficulté à accepter qu'il puisse être différent de l'idée que nous étions faites de lui. C'est ainsi qu'une relation peut devenir parfois une sorte de réalité formatée. L'autre est accueilli tant qu'il entre dans le cadre que nous avons prévu pour lui, tant qu'il confirme notre vision de la relation, tant qu'il répond à nos attentes, tant qu'il occupe correctement la place que nous lui avons attribuée. Mais que se passe-t-il lorsque cette personne sort du cadre, lorsque sa manière d'être vient bousculer ce que nous avions imaginé, lorsqu'elle cesse d'être exactement celle que nous avions besoin qu'elle soit, lorsque sa réalité ne vient plus confirmer la nôtre? C'est là qu'une question essentielle peut se poser. Rencontrons-nous réellement la personne? Ou rencontrons-nous la place que nous avons décidé que cette personne devait occuper dans notre vie? Et c'est peut-être là que commence la véritable difficulté relationnelle, lorsque nous ne cherchons plus à découvrir qui est l'autre, mais à nous attendre à ce qu'il corresponde à ce que nous avions décidé qu'il devrait être. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous parlerons de cette tendance que nous pouvons tous avoir à des degrés différents, à vouloir faire entrer l'autre dans une réalité que nous avons déjà définie pour lui. Une réalité où il aurait une place précise, un rôle précis, une manière précise d'être avec nous. Je suis Fatem Zahra Halemi. Je vous invite à regarder autrement ce qui se joue dans nos relations, dans ces liens qui nous construisent, nous questionnent et parfois nous révèlent à nous-mêmes. Car derrière certaines difficultés relationnelles se trouve peut-être une question plus profonde encore. Quelle place sommes-nous réellement capables de faire à la réalité de l'autre? Et peut-être une autre question plus intime encore. Sommes-nous capables de rencontrer l'autre tel qu'il est ou avons-nous besoin qu'il devienne quelqu'un d'autre? Reconnaître l'autre comme un sujet, c'est reconnaître qu'il existe en dehors de la fonction qu'il peut remplir dans notre vie. C'est comprendre qu'il n'est pas là uniquement pour nous écouter, nous soutenir, nous rassurer,
nous comprendre ou répondre à nos besoins. Il est une personne entière avec ses propres besoins, ses propres limites, ses propres attentes et sa propre manière d'habiter la relation. Et pourtant, certaines relations finissent par réduire l'autre à ce qu'il apporte. Il devient celui qui est toujours disponible, celui qui écoute sans toujours être écouté, celui qui comprend toujours, celui qui soutient, celui qui rassure, celui sur qui l'on peut compter à n'importe quel moment. Sa présence devient une évidence, sa disponibilité indue, sa capacité à accueillir les difficultés de l'autre une sorte de fonction permanente. Dans ces relations, la personne peut finir par exister davantage à travers ce qu'elle fait qu'à travers ce qu'elle est. On ne se demande plus vraiment comment elle va, ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. On se demande surtout si elle sera là, si elle répondra, si elle écoutera, si elle continuera à remplir la place qu'on lui a attribuée. Et parfois ce fonctionnement peut être si profondément installé qu'il devienne une norme. L'un parle, l'autre écoute. L'un traverse ses difficultés, l'autre accueille. L'un a besoin d'être rassuré, l'autre rassure. Et tant que chacun reste dans cette répartition implicite des rôles, la relation semble fonctionner. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui a toujours été disponible ne l'est plus, lorsqu'il pose une limite, lorsqu'il a lui aussi besoin d'être écouté, lorsqu'il cesse de répondre automatiquement aux attentes de l'autre? C'est souvent à ce moment-là que quelque chose apparaît au grand jour. Si la relation ne peut plus fonctionner dès lors que l'autre ne remplit plus sa fonction habituelle, alors peut-être que nous n'étions pas réellement en relation avec cette personne, mais avec ce qu'elle représentait pour nous et avec ce qu'elle nous permettait d'obtenir. Il y a une différence profonde entre avoir besoin de quelqu'un et réduire quelqu'un à ce dont nous avons besoin. Dans une relation humaine, nous pouvons naturellement nous apporter du soutien, de l'écoute, de la présence. Mais l'autre ne devrait pas disparaître derrière ce qu'il nous apporte. Car une personne n'est pas seulement ce qu'elle donne, elle est aussi ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle refuse, ce qu'elle ne peut pas offrir et ce qu'elle choisit librement de partager. Reconnaître l'autre comme un sujet, c'est donc lui laisser une existence qui ne dépend pas de son utilité pour nous. C'est accepter qu'il puisse avoir une réalité différente de la nôtre, des besoins différents des nôtres, et même des limites qui nous frustrent. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter dans une relation. Reconnaître la réalité de l'autre ne nous oblige pas à nous y soumettre. Mais cela nous oblige, si l'on peut dire, à ne pas nier son existence propre différente de la nôtre. À ce moment-là, il peut être nécessaire de revoir nos propres attentes et nos priorités dans une relation. Pouvons-nous nous ajuster sans nous réduire? Que pouvons-nous accepter sans culpabiliser l'autre? Et que ne pouvons-nous pas accepter du tout? Parce qu'une relation véritable ne se construit pas entre une personne et la fonction que l'autre remplit pour elle. Elle se construit entre deux êtres humains, deux personnes qui peuvent se rencontrer, se choisir, se soutenir et s'aimer sans que l'une ait besoin de devenir le prolongement des besoins de l'autre. Et peut-être que la question à se poser est alors celle-ci. Lorsque l'autre ne répond plus à ce que j'attends de lui, est-ce que je continue à voir la personne qu'il est? Ou est-ce que je ne vois plus que ce qu'il ne m'apporte plus? Car c'est peut-être là que se révèle la véritable place que nous accordons à l'autre, dans ce que nous sommes capables de reconnaître en lui lorsque pour un instant il ne nous est plus utile. Reconnaître l'autre comme un sujet,
c'est aussi accepter une réalité qui peut parfois être difficile à entendre. L'autre est libre, libre d'avoir ses propres besoins, ses propres limites, ses propres attentes, libre de ne pas vouloir la même proximité que nous, libre de ne pas concevoir l'amitié, l'amour ou la famille de la même manière que nous. Et cette liberté peut parfois nous confronter à une forme d'insécurité, parce que tant que l'autre correspond à ce que nous attendons de lui, nous avons le sentiment de maîtriser la relation. Nous savons où il se trouve, ce qu'il représente pour nous, ce que nous pouvons attendre de lui. Mais lorsque l'autre affirme sa différence, lorsqu'il cesse de se conformer à notre vision, une incertitude peut apparaître. Et c'est parfois cette incertitude que nous cherchons à éviter en voulant contrôler la relation. Si l'autre pense comme moi, agit comme je le souhaite et répond à mes attentes, alors je peux avoir l'impression que le lien est sécurisé, comme si la conformité de l'autre pouvait garantir la stabilité de la relation. Mais une relation qui ne tient que parce que l'autre se conforme à nos attentes n'est pas nécessairement une relation sécurisée. Elle peut simplement être une relation sous contrôle. La véritable sécurité relationnelle repose sur quelque chose de beaucoup plus exigeant. Accepter que l'autre soit libre, libre de rester, mais aussi libre de partir, libre de choisir la relation, mais aussi libre de constater qu'elle ne lui convient plus. Car lorsque nous cherchons à retenir quelqu'un en le faisant entrer dans le cadre que nous avons défini pour lui, nous ne sécurisons pas réellement le lien. Nous cherchons à sécuriser notre propre besoin de certitude. Et paradoxalement, plus nous cherchons à contrôler l'autre pour être certains qu'il reste, plus nous risquons d'étouffer la relation que nous cherchions justement à préserver. Une relation véritable ne repose pas sur l'obligation de correspondre. Elle repose sur la possibilité de choisir. L'autre reste parce qu'il le souhaite. Il donne parce qu'il en a envie. Il est présent parce que cette relation a du sens pour lui. Et de notre côté, nous sommes également libres de choisir ce que nous voulons vivre, ce que nous pouvons donner et ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est ici qu'apparaît une distinction essentielle. Reconnaître l'autre tel qu'il est ne signifie pas que nous devons nécessairement construire une relation avec lui. Deux personnes peuvent se reconnaître mutuellement comme des êtres humains à part entière et pourtant découvrir qu'elles ne peuvent pas construire le même type de lien. Elles peuvent avoir des conceptions trop différentes de la proximité, de la disponibilité, de l'engagement ou de la réciprocité. La différence n'est pas forcément une faute. Parfois, personne n'a tort. Les deux personnes ont simplement des réalités qui ne sont pas suffisamment compatibles pour construire la relation qu'elles souhaitent. Et c'est peut-être là que réside l'une des formes les plus matures de respect. Ne pas chercher à transformer l'autre pour rendre la relation possible. On peut reconnaître quelqu'un tel qu'il est et constater que ce qu'il est ne nous convient pas. On peut comprendre ses besoins sans être capable d'y répondre. On peut respecter ses limites sans pouvoir vivre avec elles. On peut même aimer quelqu'un ou lui porter une profonde affection et savoir que la relation telle qu'elle existe ne peut pas répondre à ce dont nous avons besoin. À partir de là, une décision peut parfois devenir nécessaire, non pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que la relation ne permet plus à chacun d'exister pleinement. Car lorsque rester dans une relation exige de renoncer à son propre fonctionnement, de se réduire, de se conformer ou de devenir une version de soi-même acceptable pour l'autre, quelque chose d'essentiel est en jeu. Préserver son altérité, c'est aussi préserver sa dignité.
C'est pouvoir dire « Je reconnais ta réalité, je ne cherche pas à la nier, je ne cherche pas à te transformer pour que tu deviennes celui ou celle dont j'ai besoin, mais je reconnais aussi ma propre réalité et je n'ai pas à disparaître pour que notre relation puisse exister. » La véritable rencontre entre deux êtres ne se produit donc pas lorsque l'un réussit à faire entrer l'autre dans sa réalité. Elle se produit lorsque deux réalités peuvent coexister sans que l'une ait besoin d'absorber, de contrôler ou de formater l'autre. Et lorsque ces deux réalités ne peuvent pas coexister, la maturité relationnelle consiste à le reconnaître. Parce que parfois préserver une relation demande de s'ajuster, mais parfois préserver son intégrité demande de s'en éloigner. Et ce n'est pas toujours un échec. Parfois c'est simplement la reconnaissance lucide de deux réalités qui ne peuvent pas construire le même monde relationnel. Et c'est cela finalement, respecter véritablement l'autre, lui permettre d'être qui il est, tout en nous permettant à nous-mêmes d'être qui nous sommes, sans nous formater mutuellement, sans nous utiliser, sans nous posséder, mais en nous rencontrant aussi longtemps que nos deux réalités peuvent réellement se rencontrer. Et peut-être qu'au bout du chemin, la plus belle des rencontres n'est pas celle où l'autre entre enfin dans notre cadre, mais celle où nous acceptons de laisser notre cadre s'ouvrir à une rencontre réelle, où deux libertés apprennent à danser sans se marcher sur les pieds, à la possibilité d'aimer sans posséder, de s'attacher sans s'emprisonner, de choisir chaque jour plutôt que de subir une habitude. Car une relation véritable n'est pas une sculpture figée dans le marbre de nos attentes. C'est une plante vivante qui a besoin d'espace pour pousser, de lumière pour s'orienter et d'ombre parfois pour se reposer. Elle ne ressemble à aucun modèle, elle ne doit rien à nos plans. Elle est ce qu'elle est, une œuvre commune, inachevée, offerte au temps et à l'imprévu. Ce n'est pas renoncer à soi, c'est faire le pari que la rencontre véritable naît toujours d'un double consentement, celui d'être qui l'on est et celui de laisser l'autre être qui il est. À nous de choisir, à nous de respirer. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion et je vous retrouve bientôt dans les élans du cœur pour continuer à explorer ce qui nous relie, ce qui nous sépare et ce qui malgré tout nous rend vivants. Portez-vous bien, portez-vous libre et surtout, portez-vous en vraie rencontre. Prenez bien soin de vous.